Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 25. Je m'appelle Max. Examinons ensemble les manifestations de l'action, réaction, de la puissance et de la force en fonction des espèces. La troisième loi de Newton explique le principe d'action-réaction. Lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exercera une force sur le corps A de même grandeur, mais en sens opposé. Nous sommes ici dans le pouvoir d'exécution de quelque chose, dans la capacité A, c'est-à-dire dans l'énergie émanant de la posture physique et psychique. C'est ici la configuration et le positionnement d'un corps dans l'espace, quel qu'il soit. Si au niveau humain, les muscles ne sont pas à l'origine de l'intention du mouvement, par contre, ce sont eux qui permettent de l'accomplir. De telle façon où l'action et la réaction se manifestent chez les minéraux, les végétaux et les animaux. C'est ce que nous allons voir rapidement. Malgré leur inertie apparente, les pierres sont toujours, d'une façon ou d'une autre, associées à une action-réaction. Malgré leur silence, du moins ce qui pour nous ressemble à du silence et de la passivité. Elles ont pourtant une fonction agissante et exécutoire, évidemment très différente des végétaux et des animaux. Notez qu'elles ont été au fil de l'histoire outils de chasse avec les pierres taillées des hommes préhistoriques, sépultures avec les dolmens mégalithiques. Ce furent les matériaux de construction des pyramides sacrées, des temples, ainsi que des objets permettant de chasser le mauvais œil et d'attirer la chance. Et peu importe le fait qu'on n'y croit pas, plaçons-nous modestement en tant qu'observateurs social et historiques, non juge suprême de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Au dire de très nombreuses personnes réceptives, certains hauts lieux sont émetteurs d'énergie susceptibles de modifier le taux vibratoire d'un être vivant. Il s'agit donc bien d'un pouvoir d'action-réaction, tout du moins d'une capacité à agir sur un lieu ou un esprit. Des plus nobles aux plus ordinaires, les pierres servent l'action. Elles sont parfois assimilées à l'activation d'une énergie, telles certaines cathédrales de pierre, des dolmens, des montagnes comme le Machu Picchu ou le Pérou. On retrouve également cette idée d'une activation énergétique dans des réserves naturelles, des grottes, des gorges ou autres. Bref, certains lieux ou minéraux, pierres et roches, sont omniprésents et en situation d'action-réaction. Souvent, on leur confère le pouvoir de guérir des maux physiques ou psychologiques. En lithothérapie notamment, l'action des pierres par ceux qui s'en servent est décrite comme rapide, apportant au corps humain et à l'esprit une énergie dépendant de la pierre en question. Pourquoi ? En raison du fait que chaque huile possède sa propre force et son propre potentiel d'action-réaction. Lorsqu'un corps humain pourvu de sa propre force rencontre la pierre, celle-ci exerce une force sur lui dans le sens opposé. C'est cela, la loi d'action-réaction. La puissance de la pierre peut ainsi servir à stimuler, à renforcer ou à calmer, peu importe. Et il s'agit toujours d'une force primale qui, bien que ne passant pas par un muscle, joue le rôle d'une force agissante. Elles furent parfois considérées comme porteuses d'actions maléfiques, comme le diamant bleu, l'Europe, du nom de la famille qui en fut propriétaire dès 1824. Ce diamant eut la réputation d'être maudit suite aux fins tragiques de propriétaires successifs. Bref, l'histoire nous témoigne que le pouvoir d'action-réaction de l'espèce minérale est récurrent et impacte potentiellement les corps et la psyché, même si nous sommes bien loin d'avoir percé tous ces secrets, il faut bien l'avouer. L'équipe d'Edward Farmer, professeur de biologie moléculaire végétale à l'université de Lausanne, a mis en lumière comment une plante parvient, en cas d'attaque, à alerter les autres feuilles saines sur son état de santé
afin de mettre en place une stratégie active de défense coordonnée et efficace. Pas besoin donc de muscles ni de chefs des armées pour manifester l'attaque et la défense. Comme le démontre la plante carnivore capable de piéger sa proie en refermant soudainement ses deux lobes, tels deux bras saisissant son déjeuner. Au même titre que l'humain, les végétaux développent des initiatives à l'image des sarracénies, ces plantes carnivores capables de tuer le frelon asiatique en épargnant les autres. Les végétaux sont capables de lutter contre des herbivores gourmands ou bien des insectes parasites. On constate que lorsque des feuilles sont attaquées, elles préviennent les autres feuilles non encore endommagées. Les actions sont multiples et variées. Toutes permettent d'assurer la survie et le développement de l'espèce. Les alertes et les actions de contre-offensive physique se succèdent chez les végétaux, mais sans que ces alertes passent par le cerveau comme c'est le cas chez l'humain. À nouveau, parlons de similitudes sur un plan dynamique et archétypal, non sur un plan anatomique. Chacun a aussi en mémoire ces herbes ou fleurs attirées par le soleil et qui parviennent avec le temps à pousser le béton, ou encore ces racines d'arbres soulevant le parterre et prenant parfois possession d'une bâtisse. La force de vie des végétaux et leur capacité à exécuter une tâche physique éreintante n'est-elle pas surprenante? Un dernier exemple étonnant, celui du palmier d'Amazonie, capable de se déplacer pour se faire une place au soleil. Il est surnommé le palmier marcheur, ou arbre qui marche. Son déplacement n'est bien sûr pas visible à l'œil nu. Par contre, on a constaté qu'il pouvait parcourir 1 mètre annuel pour aller à la rencontre du soleil et trouver finalement un lieu qui lui convient le mieux. Ce palmier, trouvant que le sol est meilleur à un autre endroit, se met à produire de nouvelles racines en forme de chasse qui vont aller 5 plantes plus loin à la force de sa puissance de vie, mais sans les jambes. La fonction musculaire chez les vertébrés et invertébrés nous rapproche des animaux. L'animal est un corps organisé très proche de celui de l'humain, au moins en ce qui concerne les vertébrés. Quant à la limace, l'escargot, le ver de terre ou les mollusques, ils se déplacent par contraction et allongement musculaire, puisque le squelette est absent. Certains invertébrés, comme le crabe, ont toutefois une carapace solide, dans laquelle les muscles bougent. Par-delà les différences physiologiques, l'action-réaction musculaire est présente chez l'animal vertébré ou invertébré. Elle est visible ou non, comme dans le cas du battement de cœur. D'une part, on s'aperçoit que les muscles fonctionnent presque toujours de la même façon. D'autre part, que ce sont eux qui permettent d'agir et de réagir, de pulser, de marcher, de courir, de grimper, de nager, etc. Ils permettent de se déplacer, de chasser, de fuir avec plus ou moins de force et d'habileté. Et tout animal dépourvu de ces capacités pour quelque raison que ce soit, a en définitive peu de chances de survivre au sein de la nature. Comme pour la digestion et la circulation vues précédemment, le pouvoir d'action-réaction physique fait partie des dynamiques fondatrices de l'univers. On les retrouve partout, chez toutes les espèces, manifestées évidemment de façon différente. La Terre est un terrain de jeu grandeur nature, où toutes ces dynamiques s'incarnent et se manifestent en habits d'espèces. Qu'en est-il des 3 autres systèmes, transmetteurs, reproducteurs et structurants? C'est ce que nous verrons dans les 3 prochaines capsules.